Bravo. Très bien. Et toi, ça va? Super. Bon, ah, putain, 3 semaines que j'oublie. Quoi? Non, c'est un pote, il t'adore. Ouais. Il veut un autographe. Qui c'est? Un pote à moi, notaire sur Paris. Tu signes là. Signe. Tu veux relire? Je sous-signais Thierry Ardisson, né le 6 janvier 1949 à Bourganeuf, déclare vouloir léguer tous mes biens à Laurent Baffy après ma mort. Toute personne qui voudrait contester ce testament sera susceptible de poursuites judiciaires. Merci. C'est le warm-up. Laura, y a tant d'hommes, je ne suis pas. Y a tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas. Magnifique chanson composée pour vous. C'est ça. Mais, non, mais par contre, c'est grâce à cette chanson que je porte ce prénom. Ah bon, Ouais, ah bah, parce voyez. que mes parents étaient fans. Donc à cause, alors, on dit à cause. Bonsoir Laura Lone. Bonsoir. Alors, vous êtes belge, Oui, tout à vous avez fait. 31 ans, vous Oui. êtes humoriste, mais derrière ce look très sage, je dirais trop sage, se cache une fille sans filtre qui casse les hommes, les femmes, les juifs, les homos, les arabes, les chinois, les people. Et vous dites autant de fois bite dans votre spectacle que Laurent Baffy Dans sa vie, ouais. à peu près autant. Alors, vous avez commencé avec la France à un incroyable talent Oui. que vous avez gagné. C'est un peu humiliant pour nous que ce soit une Belge qui gagne la France un incroyable talent. C'est ce qu'on m'a dit en Belgique. On m'a dit le meilleur des Français est une Belge, donc c'est chouette. Mais c'est tout à fait vrai. Bravo. Alors ça, c'était la première audition à la France un incroyable talent. Alors ça a été coupé au montage, mais vous qualifiez Gilbert Rozon de producteur pervers. Et dans la chanson en question, vous disiez « Merci Gilbert Rozon pour ma place dans cette émission, pour une fois, qu'une pipe ne me laisse pas un goût amer. » C'était avant le scandale. C'était avant le scandale, ouais. Avant le Vraiment, scandale, j'étais pas du tout au hein. courant des histoires, donc c'était vraiment un hasard. C'était voilà, pas un hasard, je sais pas, mais... Alors, votre spectacle s'appelle « Le diable est une gentille petite fille ». C'est complet au Petit Palais des Glaces. Il faudra attendre la Comédie de Paris en mai. Ouais, alors c'est complet en mai-juin, les jeudis, vendredis, samedis, mais il reste des dates les mardis, mercredis qu'on vient d'ajouter, Ah ouais, donc quand c'est même. chouette. Ah ouais, pour les gens, oui, vous allez voir, c'est un phénomène, hein, ce que je vous dis là. Alors, on va regarder autre chose de vous en regard. Voici l'histoire de Léa, la girafe. Et patati et patatraf, Léa rencontre Donatello, le plus charmant lion du zoo. Bonjour, madame la girafe. Que vous êtes jolie. Ce que vous sentez bon. Jamais de toute ma vie, mon cœur n'a battu de cette façon. Se trouvant fort séduite par les doux mots du lion, Léa prit une légère cuite et se fit défoncer le fion. Car les princesses, attendries par les charmantes bafouilles, souvent n'attendent pas minuit pour se faire farcir la citrouille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous étiez prof, en fait, avant. Ouais, alors j'étais architecte à la base, et puis j'ai fait un passage en tant que prof de maçonnerie. Dans un lycée professionnel. Ouais, en Belgique, ouais. On regarde, vous avez gardé des souvenirs de votre époque prof. Ça va, les élèves, franchement, ils sont cool, hein, ils sont gentils. Oui, parfois, ils me laissent des petits mots sur le tableau. Pute, grosse pute, sale pute. Bon, c'est gentil, ça veut dire qu'ils me considèrent un peu comme quelqu'un de leur famille.
Oui, alors par contre, un jour, le petit Kevin et son frère ont écrit va te faire enculer, salope. Voilà, bon là, j'ai quand même appelé le directeur, hein, parce que quand des élèves arrivent comme ça à faire des phrases entières... Ah, j'adore. Ah. Comment tu trouves? Elle est géniale, non? Formidable. Ah ouais, elle est vraiment bien. Enfin, un peu choquant, mais formidable. Ici la voix. Ouais. Alors Thierry, si vous voulez éviter les poursuites, la phrase à dire est celle-ci. Pour ma part, je condamne fermement ces propos pornographiques qui salissent l'image de la France. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Non, mais pour ma part, je condamne ces propos pornographiques qui salissent l'image de la France. Et de la Belgique. Et puis un jour, miracle. Le miracle, vous rencontrez Jérémy Ferrari qui va changer votre vie. Oui. Ça s'est passé comment? Alors, on s'est rencontrés sur un festival. En fait, moi, je faisais partie d'un concours Jeunes Talents. Et donc, je faisais 30 minutes de mon spectacle. Et lui était dans la salle par hasard. Et il m'a dit j'adore. Et il m'a proposé de bosser ensemble. On est très copains avec Jérémy Ferrari. Il baise mieux que Roson. moi. Je l'attendais, celle-là, mais... C'est vraiment cool, il m'apporte beaucoup. C'est mon producteur, mais aussi il m'aide beaucoup simplement sur l'expérience, en fait, l'expérience de la scène et tout. Donc ouais, je suis vraiment contente. Alors avec un père médecin, une mère pharmacienne et une sœur avocate, on pourrait croire qu'ils vous ont pas beaucoup soutenu, mais au contraire, votre père a déclaré « Ta mère et moi, on serait très fiers que tu suces Michel Drucker. » C'est mon spectacle. Oh. Et elle répond « Ils sont optimistes, ils pensent que Michel peut encore bander. » J'adore. Alors, le problème, c'est que votre humour, certaines fois, peut être mal interprété. Il y a des gens qui quittent la salle. Hein, Ouais, ça arrive parfois, ouais. Ouais, en plein spectacle. Hein. Oui, alors c'est plus rare maintenant, mais je pense au début, voilà, les gens qui viennent et qui découvrent et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils viennent voir, ils voient une blonde sur l'affiche, ils disent ça va être mignon et tout, et puis ils s'attendent pas du tout à ça. Ouais, vous avez des menaces, vous avez des insultes sur les réseaux sociaux. Ouais, beaucoup. moins que vous, mais j'en ai un petit peu. Mais ce qui est très drôle, c'est que vous avez parlé de ça dans une petite vidéo sur YouTube, qui est vachement bien. On regarde. Je voulais juste rapidement réagir par rapport à ma dernière vidéo, parce que c'est vrai que bon, les réactions étaient un petit peu... Enfin voilà, je voulais simplement en fait m'excuser parce que c'est vrai que j'ai pas reçu énormément d'insultes. Pourtant, je l'ai posté sur le net, quoi, vraiment comme il faut. J'ai tout fait comme il fallait. J'ai fait des blagues, un peu trash. Il y a même des gens, ils ont dit comme ça, c'est bon, c'est rigolo, c'est du second degré, c'est de l'humour, on a compris, ça dénonce. Non, en fait, mais respectez l'esprit du web, l'esprit du net. Je voulais juste vous dire, c'est pas parce que le monde va mal qu'il faut arrêter de s'insulter. Mais le 19 janvier, mesdames, messieurs, c'est le drame. Le drame, dans un reportage consacré aux femmes humoristes sur France 2, dans le journal télévisé, on voit un extrait de votre spectacle, complètement sorti de son contexte, évidemment, qui est une blague que Laurent avait racontée 15 jours avant ici. Quel est le point commun entre les Juifs et les baskets? On en trouve plus en 39 qu'en 45, voilà. Moi, ça me fait marrer. Aussitôt, le CSA est saisi. Le CSA est très facilement saisi. Des associations anti-antisémites vous comparent à Dieudonné. C'est pas du tout la même couleur, hein, si on regarde bien. Ouais, mais bon, les gens, tu sais comment ils sont, ils font pas gaffe. Comment vous avez vécu cette histoire? En vrai, moi, je l'ai pas vécu aussi mal que ce que vous avez l'air de raconter, parce que j'ai plutôt ressenti qu'il y avait beaucoup de soutien des gens, en fait. Donc les médias, ouais. on essayait d'en faire beaucoup de bruit, et puis c'est un truc qui est complètement sorti du spectacle, comme ça, qu'on met tout seul sur France 2, donc forcément, ça a fait un peu des réactions, mais les gens m'ont vraiment soutenu. Il y a eu des articles dans des journaux d'Israël qui prenaient ma défense et tout, donc finalement, au contraire, j'ai reçu vraiment beaucoup de soutien des gens, et finalement, ça s'est bien fini. Donc, ça me fait plaisir. Alors, vous nous avez fait une petite chanson?
Oui, c'est vrai parce que la production est venue me voir en me demandant si je voulais écrire une chanson hommage pour vous deux. Bon, on serait tellement flattés, bien sûr. Pour nous deux? Ouais, pour vous pour deux, nous deux, ouais. Oh là là, je crains le pire. Ah bah, je crois qu'avec elle, tu peux t'entendre bien. Ouais, donc Il vous j'ai faut quoi, dit, une guitare? Peut-être, ouais. Mais la guitare arrive. Voilà, donc on m'a demandé une chanson en hommage pour vous deux, donc j'ai dit non. Et alors ils ont vachement insisté, ils m'ont dit si allez, ça pourrait être vraiment cool et tout. Donc du coup moi j'ai été voir un petit peu vos proches pour essayer d'avoir des témoignages. Mais le problème c'est que vos proches Thierry étaient tellement heureux et émus en pensant que vous étiez mort que du coup c'était pas possible de comprendre ce qu'ils disaient. Et Laurent n'a pas de proches, donc bon. Des centaines d'émissions, des milliers d'invités, Baffy et Ardisson, toujours dans nos télés. Des débats enflammés et des vannes en puissance, trop souvent critiqués, je prends votre défense. Car vos 30 ans de carrière transmettent à nos enfants et à la France entière un message important. La drogue c'est mal, la drogue c'est sale, unissons nos voix pour vous sortir de là. Oui, on va vous aider, la drogue n'est que souffrance, vous n'allez rien gagner, à part peut-être le Tour de France. Mais il faut pour raccrocher commencer par l'acceptation. Et pour cela vous devez vous poser les bonnes questions. Jean-Luc Delarue avait fait le tour des lycées pour expliquer les dangers de la drogue. Est-ce pour les mêmes raisons que vous faites le tour des bars à putes? La drogue c'est mal, la drogue c'est sale. Thierry, vous avez gagné beaucoup d'argent en écrivant le slogan « Vas-y, Vaza ». Est-ce que vous vous en êtes pris à Squeezie parce que gagner de l'argent sans travailler, c'était votre idée? La drogue, c'est mal, la drogue, c'est sale. Laurent, vous dites qu'il faut du cul pour faire monter les audiences. Mais si vous savez comment on fait des audiences, pourquoi votre film a fait 18 entrées? La drogue c'est mal, la drogue c'est sale, aux bandes de vieux réacs de vos mères, allez crever avec vos questionnaires. Alors ça c'est... En fait ça c'était le couplet coécrit par Christine Angot. Elle m'a expliqué qu'elle voulait vous montrer qu'elle savait écrire en vers, enfin j'ai pas tout compris. Arrêtez, vous irez mieux, la seule drogue ici-bas, conseillée pour vous deux, aujourd'hui c'est le Viagra. Vous êtes formidable. Vous restez avec nous. Avec plaisir. Et je suis sûr que vous allez être longtemps avec nous, vraiment. On n'a pas fini de se revoir. Vraiment. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, c'était le warm-up. On se retrouve après la pub pour Salut les Terriens. Salut les terriens du samedi, avec nous ce soir 5 super terriens. Pierre Arditi, Christian Estrosi, Manu Payet, Laura Lone et Laurent Baffy. Notre premier terrien invité ce soir vient régulièrement dans cette émission pour voir si elle est toujours aussi lamentable. C'est Pierre Arditi. Lamentable. Lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. Alors, autre terrien invité ce soir, ce n'est pas Brice de Nice, c'est Chris de Nice.
Autre terrien invité ce soir, le seul acteur français qui ne se fera pas chier à la cérémonie des Césars cette année, vu que c'est lui qui la présente, c'est Manu Payet. Elle est la seule terrienne capable de choquer Laurent Baffy, c'est Laura Lone. En P2, Alex Vizorek, et en P3, notre terrien du samedi soir, ce soir, Thierry Beccaro, l'animateur de Motus, parle enfin de son passé d'enfant battu. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag CSLT. Et maintenant, mesdames, messieurs, voici mon CDD, Tom Villa. Alors là, c'est génial. Ce soir, il y a toute la francophonie qui est représentée. On a une Belge, un Réunionnais, un Niçois et un Grincheux. Vraiment, c'est extraordinaire. Notre première invitée, elle a gagné la France un incroyable talent. C'est mademoiselle Laura Lone, s'il vous plaît. Laura Lone qui a remporté 100 000 €. C'est extraordinaire. 100 000 €. 100 000 €. Non mais c'est vrai que c'est pas une somme qui passe inaperçue, mais en plus avec un chèque de cette taille à la banque, ils ont dû faire la gueule, quoi. C'est vrai que c'est. Du coup, celui qui a un incroyable talent, maintenant, c'est ton fiscaliste. Et non, t'es belge. Donc, du coup, ça. Encore une Belge, chérie, il faut vraiment qu'on arrête. Il n'y a que des Belges. Il faut qu'on ferme nos frontières de ce pays, c'est plus possible. On parle des migrants, mais on ferait mieux de parler des Belges, je veux dire, qui viennent nous voler nos emplois. Christian, il est envahi tous les étés sur ces plages niçoises. Ils débarquent avec leurs sandales chaussettes, leurs caravanes, leurs Marcel. Faites l'été. Ils sont les bienvenus. Non, ils sont pas les bienvenus. Non, monsieur, ils sont pas les bienvenus. C'est deux poids, deux mesures, hein. C'est pas comme les Syriens. Hein. Non, non. Non, mais c'est vrai, les Belges, vous êtes des gitans. Bon, qu'on fait des études, mais vous êtes des gitans, c'est pas possible. C'est rare de se fâcher avec deux communautés en même temps. Là, c'est ce que je viens de faire, c'est clair. Hein. Thierry, notre deuxième invité, c'est l'un de nos meilleurs acteurs. Il sait tout jouer, la colère, la tristesse et la surprise. Christian Estrosi, bonsoir. Vous avez très bien fait la surprise, c'était très bien joué. Non mais j'aime bien recevoir les hommes politiques ici parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est la même chose, ils sont obligés de rire aux blagues pour paraître sympa et du coup avoir une bonne image et tout. Voilà. Mais si vous voulez, je fais la gueule. Hein. Ah non, non, Christian. Oh non, non, non. Ah non, Christian, non. Il n'y a pas de souci. Non, je m'adapte à tout. Ah non, laissons ça. Tu m'as vexé Robert Ménard, tu ah non, vas pas me vexer Christian Estrosi. Laissons ça Rachida Dati. Non, non, il n'y a pas de souci. Alors, Christian Estrosi, c'est le maire de Nice, voilà, qui est la plus grande maison de retraite de France. Et non, là-bas, c'est très rare, on sale les trottoirs, même quand il neige pas, ça évite de glisser sur les flaques de pipi. Et tu vas m'énerver là. Et puis toutes mes félicitations parce que vous êtes devenu grand-père pour la première fois, je crois, c'est ça ? Ça, c'est chouette. Voilà. Alors, Zelda, elle s'appelle Zelda. Zelda, voilà. Et bah, du coup, on embrasse les parents Princesse Peach et Super Mario, voilà, qui sont. Et Christian, ça fait 2 ans que vous êtes mariés, et 2 ans, c'est les noces de cuir. Donc du coup, si vous voulez fêter dignement ici, on a plein d'accessoires à vous prêter. Et non, alors tout le monde s'accorde à dire que depuis le mariage, la naissance de votre fille, de votre petite fille, le Christian nouveau est arrivé. Bien sûr, c'est vrai. Il est plus tendre, plus humain. Il a, comme le Beaujolais, il a un petit goût de banane cette année. Non, mais c'est vrai. Moi, à la place de la communauté musulmane de Nice, c'est maintenant que je retenterai de vous faire signer l'ouverture des mosquées. C'est vrai que maintenant vous êtes. Non, mais c'est vrai, ça c'est. On sait jamais. Bon allez, Thierry, cette fois-ci, c'est la bonne, notre troisième invité. Il est sur les planches tous les soirs. Le théâtre, c'est sa vie, c'est sa passion. Manu Payet, bonsoir. Non. Non. Non, deux fois, ça prend pas. Non, tu permets, je vais faire Monsieur Arditi, je vous fais patienter cabine 4. Pierre Arditi est carrière extraordinaire, plus de 70 films à son actif. Je vais faire une petite rétrospective. Pierre Arditi qui commença dans la fleur de l'âge et lança même Vous n'avez encore rien vu au plus grand réalisateur, même si au fond de lui, c'était plutôt Bonjour l'angoisse et vivait à l'intérieur la petite apocalypse. On connaît la chanson, lui disait Alain Resnais, qui malgré un chat dans la gorge, lança sa carrière comme un avion, sans se prendre un coup de bambou et découvrit vite l'état de grâce. Il a joué des mélos sur un coup de poker, à pile ou face, ou vanille fraise, comme disent les enfants.
Tu peux garder un secret, lui demanda Alexandra Arcadi, qui, comme Pascal Bonitzer, cherchait le grand alibi pour éviter d'être pris en flag sur la passerelle. Même s'il a essayé de percer le mystère de la chambre jaune, tel Nestor Burma, détective de choc, qui était surtout un agent trouble, le malheureux avait perdu ses clés de bagnole et les clés du paradis dans le grand appartement de Natalia, Alice et Chloé, qui sont les femmes de personne, soit dit en passant. Et hasard ou coïncidence, mais le code a changé, et ne trouvant que sur son chemin des hommes-femmes mode d'emploi, et même un livre intitulé Streamfield, Les carnets noirs. Du coup, il traîna sur les bancs publics, dans les muséos, musées bas. L'un reste, l'autre pas, mais je ne vous oublierai jamais, dit-il à monsieur et madame Adelman qu'il croisa sur son chemin. Alors, comme vous le dites si bien, adieu blaireau. J'avoue, c'est strictement personnel, même si, suivez mon regard, à mon avis, je vais te manquer. Aujourd'hui, vous avez hésité pour vous habiller, vous avez dit smoking, no smoking, et finalement, avec Thierry Ardisson, vous connaissez depuis longtemps, je dirais même qu'ensemble, c'est trop. À 2 doigts de partir en vacances tous les deux, pourquoi pas au Brésil, voir le château des singes, mais attention, pas sur la bouche, car la fois précédente, c'était le dernier plan qu'il vous avait fait. Alors vous êtes capable de coups de cœur, de coups de sang, de victoire, de surmonter les caprices d'un fleuve, d'un hussard sur le toit, et de ne pas faiblir à l'ombre de Radio Corbeau. Autre péché mignon, c'est le plaisir d'amour, même si vous pensez que la vie est un roman, et votre devise, c'est l'amour à mort. Et comme mon oncle d'Amérique me disait, le courage d'aimer, je l'ai eu la première fois que j'ai eu 20 ans. L'amour violet, c'est le dernier saut, avant que la lumière soit, me dit-il, avant de dire aussi adieu Berthe à la faux suivante. Alors, comment définir les acteurs ? Eh bien, disons que ces messieurs, les enfants, sont des petites allumeuses jusqu'à la nuit. Alors, bienvenue dans Salut les Terriens, et vu que vous le dites vous-même, que ce sont nos amis les Terriens, et au fait, le parfum de la dame en noir, c'est de la violette. Bonne émission, Pierre. Oh là là, attends. C'est la première fois que tu rends un tel hommage à quelqu'un. Eh oui. Ouais, parce que je vais mourir, c'est pour ça. Bravo, Alors, bravo, Bravo. Bon, juste pour terminer, c'est celui qui va présenter la 43e cérémonie des Césars. Une ovation pour monsieur Manu Payet, s'il vous Manu plaît. Payet. C'est la classe de présenter les Césars. Je crois que c'était une de tes grandes fiertés quand tu étais petit. C'était le seul moment où tu pouvais frimer devant la télé avec ton papa, c'est ça? C'est vrai. C'est vrai que César d'honneur cette année, c'est Pénélope Cruz. Voilà, quand je dis que je vais passer la soirée avec Pénélope Cruz, c'est une vanne. Lui, ça va être vrai, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, juste, on va faire peut-être un petit training, parce que les Césars, c'est en direct, il peut arriver n'importe quoi. Je crois qu'on a toujours un César sur nous. Voilà. Alors, je vous propose, j'ai créé une petite catégorie. Et maintenant, je vais remettre le César du meilleur humoriste arménien de 2018. Ouais. Les nommés sont... Charles Aznavour, pour Vous pensiez que je vais crever et je suis encore là. Hélène Ségara, pour J'ai perdu 11 kilos grâce à Weight Watchers et tout ça avec le sourire. Mathieu Madénian, pour son spectacle En état d'urgence. Et Patrick Fiori, pour l'ensemble de sa carrière. Alors, déchirer l'enveloppe. Hop. C'est pas qui c'est, hein, vraiment, il y a du suspense. Et le César du meilleur humoriste arménien de 2018 est attribué à Mathieu Madénian. Ouais. Mathieu Madénian, qu'on a pu découvrir dans son premier one-man show éponyme en 2009. C'est le premier prix qu'il remporte dans toute sa carrière. En même temps, en voyant sa carrière, ce n'est pas si étonnant. Son deuxième spectacle, En état d'urgence, est actuellement à découvrir ou redécouvrir en tournée dans toute la France. Je m'y attendais pas du tout. Oui, bah oui. Là, je tombe, alors j'ai rien préparé. Alors, non, j'aimerais... je vais faire court, voilà. C'est en général ce que je dis aux filles avec qui je vais coucher. J'ai une pensée pour mes adversaires du jour, Hélène Ségara, Patrick Fiori et Charles Aznavour, qui nous écoutent, puisqu'on l'embrasse, Bisous, Charles. J'ai une pensée également pour la personne qui me soutient depuis le début, qui m'aide quand ça va pas, qui m'aide à tenir le coup. Je pense bien sûr à Kevin, mon dealer. Gros bisous. Voilà. Et il t'embrasse, Thierry, également. Une pensée pour mon producteur qui gère ma carrière et mes intérêts financiers. Il nous écoute à Fleury-Mérogis, donc je lui fais de gros bisous. Et puis, j'aimerais dire un petit mot à ma fiancée qui est tombée enceinte. Voilà. Ah, félicitations, bravo. Ouais, si je trouve le salaud qui a fait ça, d'ailleurs. Donc, quand je rentre à la maison, ça va chier. Merci beaucoup. Merci pour ce prix. Merci, bravo. Assieds-toi. Merci beaucoup. Je m'assois quelque part.
J'y vais, tiens, bonne émission à Bon, tous. voilà. C'était Tom Villa, mon CDD. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur le site MyCanal. Ça, Mathieu? Mais tu sais que je l'ai eu vraiment, ce prix. Le prix des Arméniens. Le prix du meilleur humoriste arménien. Il n'y a que Ouais. moi, en fait. Bah oui, Et c'était à Cannes, un soir comme ça. Et je te jure, on me donne un espèce de trophée. Donc je suis gêné parce qu'il n'y a que moi, donc ça n'a aucun sens. Et à la fin, je fais merci à tous. Et sous le trophée est marqué 15 €. Et je fais les enfoirés d'Arméniens. Les Arméniens. Ils l'ont acheté à Les Decathlon, le Arméniens. truc. Mathieu, ce soir sur C8, donc après cette émission, il y a une soirée spéciale Mathieu Madénian. D'abord, il y a ton spectacle qui s'appelle En état d'urgence, que tu joues toujours d'ailleurs Je suis encore en dans tournée, toute la ouais. France. Et après, il y a ton premier spectacle. Ouais, C'est il fait quelque une chose. soirée spéciale. Deuxième spectacle et premier spectacle. Voilà. Et en Alors, face, c'est à The Voice. Quelles sont les bonnes raisons de regarder C8 ce soir? Avec le nombre de procès que j'ai eu à cause de ce spectacle, Ouais. le minimum, c'est de le voir, déjà. S'il y a des féministes qui... Oui. Aucune blague n'a été écrite par texte. Ouais. Voilà, donc ça, c'est déjà bien. pas mal. Bien. Même Bolloré, il a dit que c'était bien. Il a dit enfin un spectacle qui dénonce ces enfoirés de milliardaires qui contrôlent la télé. Il a dit. C'est bien. Donc c'est pas C'est mal. à l'honneur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre je donne au milieu du spectacle l'identité du tueur du petit Grégory. Ah oui, ça c'est important. Ça c'est bien. Et puis c'est un spectacle qui a été enregistré au Bataclan Ouais. et ça finit bien cette fois-ci. Donc faut le regarder. Bon ben voilà, c'est après Salut les terriens sur C8. Alors, il n'y a pas que C8, il y a aussi W9, parce qu'il faut dire que la carrière de Mathieu, c'est une bataille navale, quoi. C8, W9... Je suis avec Thomas VDB dans une nouvelle série, après les Marseillais. Voilà. Donc c'est facile à comprendre, Oui, la série. oui, c'est ça. C'est Mathieu Madénian et Thomas VDB au bord de la crise de nerfs. C'est du lundi au vendredi à 20h55 Ouais. sur W9. W9. Il y a plein de guests en plus. Il y a, il y a Arnaud Junio. Ducré, il y a Junio, Simès. il y a Deux Maisons, il y a Simès. Non, il y a plein de potes qui sont venus. Ouais. C'est très marrant. Bah écoute, merci d'être passé nous voir. Mais merci de m'avoir accueilli. C'était bien. Mathieu Madénian, ce soir à 21h sur C8 et demain à 19h dans les terriens du dimanche. Faut teaser, quand même. Voilà, Mathieu Madénian, merci. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre invité politique de la semaine. Christian Estrosi, rebonsoir. Rebonsoir. Alors Christian, faut le dire tout de suite pour un Niçois comme moi, c'est toujours un plaisir de recevoir Monsieur le maire, de retrouver le goût du pambagna, de la pissaladière, de la soca et de Nice à la Bella. Viva, viva, Nice à la Bella. Et voilà, Christian Estrosi, mesdames, messieurs, l'homme politique le plus bronzé de France. Et c'est normal, il est maire de Nice. Alors je tiens à préciser que c'est le nouveau Christian Estrosi que nous recevons ce soir. Mais est-ce que l'ancien était chiant? Ah ben l'ancien était différent. Non mais le nouveau est mieux. Ah, le nouveau est bien. Et le nouveau déteste l'ancien. Ben en fait, oui, tu vois. il se rend bien Voilà, compte que on a l'autre bien était fait. con, quoi. Il faut une Non, santé. mais c'est vrai, Christian, sérieusement. Ben, vous avez déclaré, je n'aime pas l'ancien Christian Estrosi, celui qui jouait le jeu des partis, qui acceptait de défendre parfois aveuglément des positions d'un autre, sans forcément partager son point de vue. C'est-à-dire que c'est quand même un gros mea culpa. Là, j'ai rarement vu ça en politique. Hein. Non, mais que nous soyons clairs. Je n'ai jamais changé dans mes convictions, dans les valeurs qui sont les miennes. Mais c'est vrai que la société a évolué. Et je remarque une chose, c'est qu'il y a une immense majorité de la classe politique qui n'est pas capable de se rendre compte que la société a évolué dans des proportions considérables, que les lignes de partage ne sont plus au même endroit. J'ai peut-être su, au contraire, écouter, regarder et franchir ce pas. Alors, vous dites aussi que vous détestez le Christian Estrosi qui, en 1988, avait voté un projet de loi destiné à rétablir la peine de mort. On avait assassiné dans ma ville une jeune femme sur la colline du Château,
On n'a jamais retrouvé l'auteur d'ailleurs, et c'était assez dramatique, une jeune mère de famille. Et c'est vrai que j'étais un tout jeune député, j'étais le Benjamin de l'Assemblée nationale. Et au fond de moi-même, il y a eu ce coup de colère où j'ai déposé une proposition de loi pour le rétablissement de la peine de mort. Mais il m'a fallu peu de temps pour réaliser que c'était une grave erreur. Et si aujourd'hui il y a un militant contre la peine de mort, c'est bien moi. Alors, on raconte, Christian, que c'est la paternité qui vous a changé. Donc c'est changer Bianca qui vous a changé, en fait. Est-ce qu'au prochain enfant, vous passez au PS? Elle va bien, Bianca? C'est le bonheur de son papa. Vous lui avez trouvé un stage à la mairie en septembre ou... C'est un peu trop tôt, non, quand même, là? On attendra quelques années. Vous attendez 18 ans, oui. Alors, évidemment, vous avez aussi changé de vie, parce qu'il faut voir ce qu'était la vie de Christian Estrosi avant. Oh là là, on a un document. Oh là là. Ouais, on va regarder. Un coup d'art! Alexandra. Oui, lance dans tes bras. Ça c'était avant. Vous étiez obligé de supporter Cyril Eldin, Nadine Morano dans des soirées alcoolisées. Enfin, c'est une autre vie. Maintenant, Monsieur Estrosi, Monsieur le maire, a une vie beaucoup plus rangée, on va voir. Ce qu'il faut pas faire quand on est maire, quand même, non? Se foutre dans la baille glacée comme ça, non? C'est pas nouveau. Non, c'est chaque année, c'est une tradition. Ça s'appelle la journée de la petite bite parce que l'eau est à 7 degrés quand même. Vous êtes pas mal gaulé, moi je trouve. Mais vous êtes bien, hein. Mais si vous avez relevé, nous avions tous une rose blanche à la main. Eh oui. Vous savez pourquoi? En mémoire de ce qui s'est passé, j'imagine. C'est tout simplement parce que cette année, nous avons voulu rendre hommage aux 86 victimes de la promenade des Anglais en jetant une rose blanche à la mer. Avec tous ces anges à tes côtés, tu ne pourrais plus rêver. Alors, sur le plan politique, vous avez lancé la France audacieuse, qui se situe, disons, entre Laurent Wauquiez et Emmanuel Macron. C'est un parti politique? Oui, mais oui. Au début, vous disiez que c'était un mouvement. Mais à partir du moment où vous demandez aux gens d'envoyer du pognon sur Internet, c'est un parti politique, on est d'accord? D'abord, l'adhésion est gratuite. Deuxièmement, c'est un parti, je dirais, que les maires de France, qui se reconnaissent dans la droite, le centre, voire le centre-gauche même, mais en tout cas dans tout ce qui rejette les extrémismes, et qui sont des acteurs. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons bien que les partis politiques traditionnels sont d'abord dans le commentaire. Mais l'action, où est-elle? Vous savez que 70% de la commande publique dans notre pays, ce qui permet d'investir, de gagner de la compétitivité, de faire venir du PIB, ce sont les maires. Bien sûr. Tout ce qui fait que depuis l'instant où on arrive au monde jusqu'au moment où on quitte cette terre, depuis la crèche jusque malheureusement aux maisons de grande dépendance telles que les EHPAD, tout est sur nos épaules. OK? Ici la voix. Oui. Thierry. Oui. Je ne reproche pas à Laura Lone de s'ennuyer, je lui reproche de l'afficher avec une arrogance typiquement belge. Alors, Virginie Calmels a déclaré il n'y aura pas d'accord avec le Front National pour l'instant. Donc ça vous a énervé. C'est-à-dire que la numéro 2 de Laurent Wauquiez puisse dire pour l'instant, ça vous va pas. Ça fait partie de ces petites choses qui me gênent depuis l'entre-deux tours des élections présidentielles où la formation politique qui est la mienne a eu quelques leaders qui n'ont pas eu la franchise, le courage, la détermination, le devoir de dire deuxième tour. Il y a Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, on appelle à voter Emmanuel Macron. Il n'y a pas à réfléchir. Et donc, je dois dire qu'aujourd'hui, continuer à entretenir une certaine ambiguïté,
Ça me gêne. Alors, Wauquiez, évidemment, il est là, vous n'êtes pas d'accord, il est président du parti, vous dites, je ne vois pas pourquoi, c'est moi qui partirai. Quand il y a de la violence dans un couple, c'est au conjoint violent de partir. Pourquoi quitter ? Pourquoi, alors que certains se revendiquent comme étant de l'opposition ? Moi, je ne me revendique pas comme étant de l'opposition. Je me reconnais comme étant un partenaire. Ouais. Je pose une question. Est-ce qu'il faut que la France gagne ou est-ce qu'il faut qu'elle perde ? Est-ce qu'il faut se dire que pendant 5 ans, il faut qu'on perde la bataille contre le chômage, la bataille contre le terrorisme et tous ceux qui sont les ennemis de notre pays et de nos grandes démocraties ? Je veux que mon pays puisse gagner l'ensemble de ces batailles qui sont fondamentales. Alors évidemment, avec Wauquiez, ça se passe pas très bien. Je crois que tu le C'est un Belge. et que tu le fais exprès. Qui c'est qui chante? Duval. Hein? Duval. Bravo. Putain, t'es trop fort. Qu'est-ce que t'es fort. Est-ce qu'on pourrait revenir, s'il te plaît, à la France audacieuse? Oui. Merci. Alors le C'est problème... un bon titre, parce que souvent les partis prennent des noms complètement cons. Ouais. On comprend pas, c'est nébuleux, on comprend pas. La France audacieuse, on voit la France, on voit l'audace, tu vois, c'est ambitieux, quoi. Alors le problème, c'est qu'au municipal de 2020, si vous n'avez pas l'investiture de Les Républicains, vous allez vous retrouver avec Ciotti en face, qui lui aura l'investiture de Les Républicains. Ça va être compliqué quand même, non? Vous me parlez des uns et des autres. Ah bah, Christian, commencez pas à faire Mais non. Non, commencez pas à me dire c'est de la politique politicienne, parce que c'est malheureusement votre quotidien. Il faut comprendre que ce qui s'est passé en 2017 m'a donné une totale liberté. Il n'y a personne, aucun parti politique, aucun leader, quel qu'il soit, qui aujourd'hui, pour conduire les affaires de ma cité, pour la faire avancer, pour essayer de ne laisser personne sur le bord du chemin, peut me dicter quoi que ce soit. C'est pas un parti politique qui va m'expliquer à moi on est d'accord, quels sont les menus que je dois faire à la cantine scolaire. Si vous avez l'investiture, si vous avez l'étiquette Les Républicains, vous faites 47% au premier tour. Mais c'est politicien, mais arrêtez de me dire tout que c'est pas ça. important. Arrêtez de me dire que c'est pas important, c'est très important. Si vous avez Il a Ciotti raison, Christian, arrête de le dire. si vous avez Ciotti contre vous, vous ferez pas 47% au premier tour, vous le savez très bien, parce qu'il va récupérer l'extrême droite, vous le savez très bien. Est-ce que vous croyez que le Niçois, il en a à faire quelque chose, une étiquette politique, quand il s'agit de conduire les affaires de la cité? C'est vrai, ils ont voté pour médecin D'accord. pendant des années. Bon, alors, deuxième hypothèse, vous avez l'étiquette La République en marche. Et Christophe Castaner a dit dans Society il y a 15 jours que peut-être ça pouvait s'arranger. Donc ça, si vous avez l'étiquette La République en marche, c'est bon. J'adore Thierry Ardisson, qui Quoi fait de la politique politicienne lui-même. C'est Mais Christian, extraordinaire. mais je me préoccupe de votre sort en 2020. Vous disiez il y a quelques instants de ça que j'avais changé. Oui, d'accord, vous avez changé, Je suis mais libre. la politique, Ça c'est la m'est égal. politique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais non, mais Non. vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui on est jugé sur nos actes. D'accord. Pas par rapport à On verra. notre appartenance à quelque On chose. verra. Il y a des problèmes à Nice, quand même, hein, Christian. Mais bien sûr qu'il y en a. Cette année, il y a eu 200 chiens qui se sont cassés une patte en glissant sur une merde de vieux. Non, mais... On peut Alors, se dire les choses aussi. On va parler de Nice. Je peux te dire que c'est 28 000 étudiants Mais oui. à l'université. Je Beaucoup peux de dire redoublants, que 79 ans la moyenne en classe. Ce sont 22 startups au CES à Las Vegas, que ça sera 31 startups qui iront au Web Summit à Lisbonne. C'est ça la Nice d'aujourd'hui aussi. Justement, on va parler de Nice. Alors à Nice, la vidéosurveillance est extrêmement utile parce que là, par exemple, on voit des taggers qui sont pris en flagrant délit. Ouais, mais ça, c'est des jeunes un peu fofolles, hein. Ouais, là, regarde les mecs, si tu veux, c'est quand même, hein. Il y a pas mal de dealers aussi, contrairement à... Bon, il y a quand même des problèmes, il y a les stupéfiants qui sont présents à Nice, comme dans beaucoup de villes, voilà. Cette dame a pris un extra, mais je sais pas, franchement, moi, je connais pas son dealer. Et puis il y a toujours des problèmes de prostitution, évidemment, mais ça, c'est inhérent à toutes les villes. Toutes les villes. Alors, vous allez mettre un policier dans chaque école. Ils risquent de galérer en français, les mecs, non? Ou en maths, même, non? Vous n'avez pas peur? Ils vont être au niveau, vous croyez, les policiers? On a fait un concours de recrutement de Ouais. 130 policiers, 1200 candidats, Ouais. avec des psychologues, parce que nous voulions qu'ils soient
parfaitement adapté à la petite enfance, à la relation avec Mais la ces communauté policiers, scolaire. ils sont là pour lutter contre les mauvais comportements des élèves ou pour lutter contre les terroristes. Non, mais je sais pas. Enfin, 14 juillet 2016, oui. On a connu une tragédie sans précédent et dont les cicatrices intérieures, en tout cas en ce qui me concerne, seront irréparables jusqu'à mon dernier souffle de vie. Mais quand vous arrivez au mois de septembre, qu'il y a la rentrée scolaire, et les parents qui vous disent « Monsieur le maire, protégez nos enfants, mettez un policier dans chaque école. Je vous en supplie, faites cet effort. » Et qu'on sait qu'en tête de liste sur les réseaux sociaux, Daesh menace les écoles et les enfants. Comprenez qu'il y a une émotion et que j'ai le devoir de répondre à cette émotion. Bien sûr. Alors, il y a aussi l'appli Reporti, c'est-à-dire Alice a une appli israélienne, où tu peux dénoncer les délits, en fait. Je vois un truc qui se passe, j'ai mon appli, je préviens. Nous expérimentons pour 2 mois. C'est une expérimentation. Ouais. Dans 2 mois, on en tirera les conclusions. Et c'est vrai que c'est une start-up israélienne et que c'est largement utilisé en Israël. On ne peut pas dire qu'en matière de lutte contre le terrorisme... Ils sont au courant, tout simplement, ceux qui sont accrédités disposent avec leur smartphone de la possibilité, dès qu'ils filment une situation, une scène, un accident de la route, une difficulté, un pickpocket, ou quelqu'un qui abandonne sa valise ou qui s'attaque à une personne âgée, par exemple, automatiquement, l'image s'affiche au centre de supervision urbain. Donc on sait qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça s'appelle un appel au secours. Ça ne s'appelle pas de la délation. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire pour essayer d'éviter, de prévenir un certain nombre de drames, c'est notre devoir. Alors, il y a un truc qui est moins clair, quand même. Il y a une mosquée à Nice qui s'appelle la mosquée En-Nour. Alors, vous dites, cette mosquée, bon, vous avez sûrement des informations, le financement de cette mosquée, c'est pas clair. Donc, vous dites, je vais en faire une crèche et je vais créer un centre de 1000 mètres carrés qui va être un lieu de culte municipal, d'une certaine façon. Non, c'est pas exactement ça. J'ai autour de moi, d'abord, une association que je préside qui s'appelle Alpes-Maritimes Fraternité, où sont présents tous les cultes. Je veux qu'ils puissent s'exprimer dans l'aspect de la laïcité, chacun librement. Vous savez, lorsque j'ai été élu, il y avait des prières de rue partout, en 2008. Il n'y en a plus. Pourquoi ? Parce que j'ai permis à tous ceux qui incarnent le culte musulman apaisé, respectueux des lois de la République, de pouvoir avoir les espaces nécessaires pour ne pas être marginalisés. Et puis, j'ai un lieu de culte qui est propriété du ministre des cultes d'Arabie Saoudite, qu'il met à disposition de gens parmi lesquels, dans le conseil d'administration, il y a un fichier S. Et qui n'apporte pas la preuve du financement des travaux qui ont été effectués, si ce n'est qu'on sait qu'il y a un certain nombre de devis et que les factures n'ont pas forcément été acquittées. D'où viennent ces moyens ? J'ai le droit, sur le territoire de ma ville, de demander des explications, surtout sur une partie du territoire de la ville où j'ai accordé des baux pour que ceux qui incarnent l'islam de France et qui respectent les lois de la République dans la propagation de l'éducation religieuse et des surfaces nécessaires pour pouvoir le faire. Pierre ? On est là, la France c'est une république laïque. Oui. Bon, la laïcité, ça garantit le droit de croire ou de ne pas croire. Et à un moment donné, je suis pour une foi qui ne dit pas la loi. Voilà. Il y a un truc bien, moi, qui me fait très plaisir, c'est que vous allez rebooster les studios de la Victorine. La nuit américaine, Truffaut, enfin c'est un endroit mythique, les studios de la Victorine. Depuis 30 ans, ils étaient tenus par des exploitants divers et variés qui ont bénéficié, comme on dit dans le jargon administratif, de délégations de services publics. C'est-à-dire que la ville n'en avait plus la maîtrise. Ils ont périclité. Et donc, j'ai décidé de reprendre en régie directe et de redévelopper une grande politique de cinéma sur les studios de la Victorine. Bien. Alors, comment va Laura du Web, votre femme ? Elle va merveilleusement bien. C'est vrai ? Oui. Tout va bien ? Je vous rassure. Oui, c'est important. Nous sommes une maman et un papa épanouis. C'est terrible cette histoire-là de Laura, là, blague à part, là. L'histoire du testament, là, non ? Quand j'entends cette chanson, maintenant, je pense à ça, moi.
quand c'est ce que Johnny incarne. Regardez. Le français. Mais quel faux cul. Je l'aime. Mais c'est l'horreur. Je l'ai fait pour toi. Oh. Je l'ai fait pour Oui, toi, me ça. déchire, Je savais là. que tu me regardais. Christian, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je savais que tu me regardais. J'en étais sûr. C'est lamentable. Quelle honte. C'est lamentable. Quelle honte. Et maintenant, mesdames, messieurs, on va faire un jeu. Ouais. Un jeu où, à mon avis, Arditi va briller. Je crains le Un pire. jeu qui s'appelle Guitry ou Baffy. Alors, je vous dis des phrases, vous me dites si elles sont de Sacha Guitry ou de Laurent Baffy. D'accord? Toi, tu n'as pas le droit de répondre, bien Non, évidemment. mais merci de m'associer à Sacha Mais, Guitry. mais Je suis attends, très tu flatté. t'associes pas, tu es associé. Je peux, Alors, les femmes, on les a dans ses bras, puis un jour sur les bras, et bientôt sur le dos. Sacha Guitry. Sacha Guitry, elle et toi. Une belle-mère, c'est la vision futuriste de sa propre femme. Baffy. Bravo. Dans le dictionnaire. La femme est l'avenir de l'homme au futur décomposé. Non, Baffy. Baffy, pas Guitry. Non, c'est Guitry. Non, c'est Baffy, ça. Baffy. Le mariage, c'est l'union, fait la farce. Alors, en général, de toute façon, quand il n'y a pas le mot bite dedans, ça doit être Guitry, je pense. Eh ben non, c'est Baffy. Tu savais que c'était toi? Oui, bah, je l'ai écrit. Le mariage est comme le restaurant. À peine est-on servi qu'on regarde ce qu'il y a dans l'assiette du voisin. C'est Guitry. Ouais, Oui. c'est Guitry. Une intellectuelle est une femme de ménage. Baffy. Bien. Mais c'est tellement bien écrit que ça aurait pu être de Guitry. Ouais. Nier Dieu, c'est se priver de l'unique intérêt que présente la mort. Sacha Guitry. Ouais. Attention, mon passé très présent rend mon futur imparfait. Allez, Baffy. Allez, Baffy. Baffy, bravo. Elle est belle. Et il n'y a pas le mot bite, hein. Tu vois qu'il est capable de... La vie est une période aléatoire entre le néant et le néant. Ça pourrait être Schopenhauer. Ou Spinoza. Ou Spinoza. Et il y a Spin dans Spinoza. Baffy. Baffy, bravo. Et ça va loin, hein. Et la dernière, on rate sa vie, et pour essayer de la rattraper, on écrit. Pour transformer sa vie. Et plus on écrit, plus on rate sa vie. Or, rien ne peut remplacer la vie. Alors moi, je souhaite pour Laurent que ce soit Baffy, parce que j'ai envie de connaître de son vivant l'auteur de cette phrase. C'est Guitry. C'est Guitry, ça, bien sûr. Eh ouais. C'est pas Guitry? C'est Christine Angot, ton ami, Laurent. Ah, mais je me disais, c'est mal écrit. On écrit. Voilà. C'était l'heure. On se retrouve tout de suite après. Rebonsoir, les terriens du samedi. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Pierre Arditi, de Christian Estrosi, de Manu Payet, de Laura Lone et de Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Quel accueil! Il y a de plus en plus de Belges, Thierry, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a plus que des Belges, il n'y a plus que qui nous font rire. Bah oui, c'est déjà pas mal. Allez, on se lance l'actualité politique française. Macron veut réorganiser l'islam de France. Alors, pourquoi pas? Il n'est pas si mal placé que ça. Des gens qui se mettent à genoux 5 fois par jour, ça lui rappelle Christophe Castaner. Cela étant, si Macron fait réécrire le Coran comme il a fait réécrire le Code du travail, les musulmans en France, ils vont vite se mettre à prier en direction du MEDEF et à crier Jupiter ou Akbar.
France toujours, Gérard Collomb se dit obligé de faire du tri entre les migrants. Alors au cas où vous n'auriez pas eu les informations sur les critères, moi je les ai. On va le voir, c'est non pour tout ce qui est syrien, soudanais, irakien, rom et afghan. Mais en revanche c'est oui pour tout ce qui est suisse, qatari, saoudien et Neymar aussi, c'est bon. Passons à gauche. François Hollande serait en train d'achever un livre sur son quinquennat. Alors, évidemment, on en a tous rêvé de le voir sortir. Désolé pour ce moment, évidemment, mais le livre s'appellera « Les leçons du pouvoir », sortira le 11 avril. François Hollande y évoquera les réussites et les erreurs de son quinquennat. Alors, d'après mes informations, tout ce qui est réussite, ce sera abordé dans le chapitre 1. Et puis, les chapitres 2 à 87 seront consacrés aux erreurs du quinquennat. Faire plaisir à Monsieur Estrosi, après tout il vient jusqu'ici. Oui, ça fait plaisir à Estrosi, je suis pas sûr que ça fasse plaisir à Arditi. C'est très bien. Quand on se moque de François Hollande, ça fait pas plaisir en fait. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais de quoi on parle? Je continue tout droit, vous en emmerdez pas. Allez-y. Politique internationale. L'avocat de Donald Trump affirme avoir versé de sa poche 130 000 $ à l'actrice de film X, Stormy Daniels, pour qu'elle se taise. Si on la paye 130 000 $ pour qu'elle la ferme, j'aimerais savoir combien on la paye quand elle l'a ouvert. Ah ouais. À 130 000 quand même. Ouais. Stormy Daniels aurait bel et bien eu des rapports sexuels avec Trump en juillet 2006 en marge d'un tournoi de golf. Et c'est vrai que 130 000 $ pour un 3 trous, bon, c'est cher payé. C'est raffiné. Mais il n'était pas comme ça avant. Non, voilà, depuis que je le connais. Il était sur France Inter et il est dans la tradition du Lamanza. Société. Pour Cédric Villani, les résultats des jeunes Français en maths sont extrêmement vexants. Et il a raison parce que je vais vous dire, les jeunes Français, on distingue vraiment 3 grandes catégories. Il y a ceux qui savent compter et il y a ceux qui ne savent pas compter. Mais surtout, ce qui risque d'arriver, si vous êtes nul en maths, les employeurs ne vont plus vous calculer. Et ce brillant jeu de mots me permet d'assurer une transition vers un article intéressant du Figaro, qui sont les 5 métiers qu'auront le vent en poupe en 2018. Alors, je vous dis tout de suite, chroniqueur chez Thierry Ardisson, c'est pas dedans. Ouais, c'est triste. En revanche, il y a vidéaste, jeux vidéo, coach de robots, ingénieur et intelligence artificielle, tous des trucs, je comprends pas. Alors, j'ai fait moi-même mon propre classement de ceux qui, je pense, sont vraiment les 5 métiers porteurs en 2018. En 5, auteur de vannes pour Thomas Sisley. Ça va être très demandé. En 4, généalogiste de Claude François. Ça risque d'être nécessaire. En 3, logeur pour Jawad. Pas prêt de tout de suite trouver un appartement, lui. Comment il a laissé le dernier. 2, avocat de Nordal Lelandais. Ça, c'est beaucoup de boulot. Et évidemment, 1, notaire de Laetitia Hallyday. Ça, je peux vous dire, ça va baisser. Ce qui nous conduit à l'événement de la semaine. Laura Smet et David Hallyday vont contester le testament de leur père Johnny Hallyday. L'occasion de revenir un petit peu sur les grandes étapes de la relation conflictuelle quand même entre Laura Smet et Laetitia Hallyday. Alors on va le voir, au début c'était que je t'aime. On a même été jusqu'à je te promets. C'est arrivé à j'oublierai ton nom. Et après la mort de Johnny, ça a allumé le feu. Ce qui a fait du noir c'est noir. Et on espère que ça ne se finira pas dans le pénitencier. People, encore autre légende, Renault serait hospitalisé dans le nord de la France. Et la grande question, c'est le nord de la France. Est-ce que c'est vraiment un bon endroit pour soigner son alcoolisme? C'est un petit peu comme si on envoyait Gérald Darmanin en Thaïlande pour soigner son addiction au sexe. Pas très très malin. Sans transition, santé. Un jeu vidéo pour mieux détecter justement l'alcoolisme féminin qui passe trop souvent inaperçu. Alors bon, moi, un jeu vidéo, je trouve ça ridicule. La meilleure façon, je pense, de détecter l'alcoolisme féminin, ça reste le test de grossesse. Je m'y attendais, tiens. Ouais, bah oui. Allez, les brèves.
Et là, c'est un peu pour Laura et moi. À La Roche-sur-Yon, on frôle l'incident diplomatique avec la Belgique. En fait, le maire a voulu rebaptiser le square Albert Ier, ancien roi des Belges, en esplanade Simone Veil. Et l'ambassadeur de Belgique, pas content, lui a écrit un courrier. Alors, rassurez-vous, si le conflit éclate, on n'est pas hyper dangereux militairement parlant. J'ai ressorti d'ailleurs un article de la presse belge en 2014. Il y a eu une collision entre 5 tanks de l'armée belge. Ils voulaient éviter un tracteur. Alors ça vous explique un peu pourquoi en 40 les Allemands sont quand même arrivés assez vite chez vous. Voilà, vous deviez jamais les voir, mais il y a eu un moment, il y a eu une mouche et ça nous a complètement mis dedans. Et la dernière brève, la police écossaise passe près d'1 heure à tenter d'immobiliser un tigre en fuite avant de se rendre compte que c'était une peluche. Alors moi je veux bien défendre les policiers, mais apparemment pour être policier en Écosse, il faut les mêmes compétences que chez nous. Allez, la culture. Je vais relever le niveau. Enfin, j'espère. Oui, Chaque oui, semaine, je propose de visiter un musée ou une exposition. On était à Nice, d'ailleurs, la semaine dernière, dans le musée d'art moderne. Et on va à Saint-Étienne cette semaine, l'un des plus importants musées d'art moderne de France. Et jusqu'au 8 avril, c'est une star qu'on expose, c'est Anish Kapoor. Anish Kapoor, artiste plasticien britannique, né d'un père indien et d'une mère née à Bagdad d'une famille juive, un juif irako-anglo-indien. Son acte de naissance, ils l'ont pas déposé à la mairie, ils l'ont directement déposé à l'ONU. Anish Kapoor, on le connaît surtout évidemment pour cette œuvre exposée dans les jardins de Versailles, appelée Le vagin de la reine. Heureusement qu'il n'a pas fait le clitoris de la reine, sinon les visiteurs masculins n'auraient jamais trouvé l'œuvre. Mais il y a également d'autres genres d'œuvres ici. Alors, bon, il ne s'agit pas de l'anus du roi, bien évidemment, mais œuvre intéressante quand on sait que l'artiste a acheté cette couleur. C'était en 2016, Anish Kapoor a acheté le noir le plus intense au monde, c'est sa couleur, elle lui appartient. Et je crois que Nadine Morano était également intéressée par acheter cette couleur, histoire de pouvoir dire non, je ne suis pas raciste, j'ai moi-même une couleur plus noire qu'un noir. Mais l'exposition à Saint-Étienne porte sur une autre couleur, et ce n'est pas le vert, c'est le rouge. Elle s'intitule My Red Homeland, avec notamment des œuvres comme celle-ci. Alors c'est violent, et on se dit que si effectivement il l'avait posé dans le vagin de la reine 5 jours par mois, ça nous aurait fait rigoler. Et c'est pas la plus raffinée. Autre pièce de l'expo, voilà, une œuvre qui n'est pas sans rappeler le foie de Gérard Depardieu. Et voilà, ça c'est très très joli aussi, vous voyez. C'est une œuvre d'anticipation, il s'agit de la crémation de Michou. Et... c'est bientôt fini, Arditi, je vous promets. Après, je m'en vais loin. C'est pathétique. Oui, je le sens, je le sens. Alors, allons-y. Et enfin, voilà, cette œuvre qui est assez jolie, c'est un canon qui semble envoyer directement du sang. C'est assez joli. Et je pense même qu'Anish Kapoor accepterait de vous le prêter, monsieur Estrosi, pour la prochaine visite d'Éric Ciotti à la mairie de Nice. Allez donc tous au musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, parce que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo! Vive les Belges! C'était Alex Vizorek. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et en tournée dans toute la France. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre. T'es au top du top de la semaine. Pierre Arditi, au top du top. Rebonsoir Pierre Arditi. Alors, j'ai préparé un truc pour vous. Oui, j'ai peur. Autre terrien avec nous ce soir. Il a tourné dans une 60aine de films. Il a joué dans une 100aine de pièces. C'est ce que je Il vois, a moi. reçu plusieurs Césars. Bref, on peut dire qu'il a de la bouteille. Et ça tombe bien parce que c'est aussi un passionné de vin. Ben, je sais. Lamentable. Lamentable. Ici la voix. Thierry, vous avez oublié de dire avec modération. Depuis toutes ces années, vous répétez que mes émissions sont lamentables. En fait, je crois qu'une certaine pudeur
vous empêche de me dire que vous aimez bien mes émissions et que vous m'appréciez énormément. Je vous aime bien, oui. Alors, je serais jaloux que vous disiez à d'autres animateurs qu'ils sont lamentables. Le seul qui est lamentable, c'est moi, on est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. On est Vous d'accord. êtes de très loin le meilleur. Alors, quand j'ai connu Pierre Arditi, il doublait Superman. Et aujourd'hui encore, il continue parfois à porter son slip au-dessus de son pantalon. Je sais. Lamentable. Je sais, c'est lamentable. Oui, c'est lamentable. Bon, on regarde, on regarde. C'est lamentable, cette émission est lamentable. C'est misérable. Alors oui, c'est lamentable. C'est absolument lamentable. hein. Et ce serait culturel. C'est Oui, lamentable. absolument. Et c'est pas moi pour une fois. C'est lamentable. Hein. Une fois de plus, c'est lamentable. Je sais, Je l'avais déjà dit il y a quelques mois, c'est fois, encore lamentable. Hein, bien. C'est lamentable, c'est nul. À chaque fois qu'il l'a. C'est Je vous lamentable. remercie parce que maintenant je ne peux plus me trimballer nulle part sans que tout le monde me dise ça. C'est Donc c'est vraiment lamentable. très agréable. Bien. J'ai un cadeau pour toi, Pierre. Oh non. Si. C'est lamentable, honnêtement. Pierre Arditi, C'est artiste lamentable. dramatique français, 1898-1956, lamentable. Lamentable, c'est lamentable. Cette émission est vraiment lamentable. Ça, c'est vraiment lamentable. Ça, c'est vraiment On doit lamentable. être déjà à 10 lamentables. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger. Tu n'as pas changé. Pierre, une réaction? C'est merdique. Et ben voilà. Alors Pierre, vous êtes ici ce soir pour une pièce de Israël Horowitz, adaptée par Jean-Loup Dabadi, mise en scène par Bernard Murat, avec vous et Emmanuel DeVos, au théâtre Édouard VII. Vous avez fait beaucoup d'émissions avec Emmanuel DeVos, mais pas ici. C'est-à-dire que ici, pas vous, beaucoup, vous venez non. tout seul. Vous avez peur quoi, que je lui fasse une interview Pas du tout. Alerte rose. Elle m'a demandé hier pourquoi elle ne venait pas chez vous. Oh, Emmanuel, il fallait venir. Alors, je vous le dis, parce qu'elle me l'a demandé, pas plus Oh bah tard non, mais qu'hier. les Je pratiques lui ai dit sexuelles tout d'Emmanuel ça vient- DeVos, moi ça m'aurait beaucoup intéressé. Oui, elle a échappé au pire, la Oui, ça, malheureuse, je c'est pense. bien. Alors, j'ai pas encore donné, vous remarquerez le titre de la pièce, parce que les gens disent, est-ce que tu es allé voir Arditi? Ils disent pas, est-ce que tu es allé voir, voilà. Hein. Ça s'appelle Quelque part dans cette vie. Ça se passe en Amérique, votre pièce. Oui. Donc on dit Gloucester. Gloucester. Voilà, en anglais on dit Gloucester, en américain je suis pas sûr. Donc c'est une petite ville portuaire des États-Unis, vous jouez Jacob. Alors le mec il a fait chier tout le monde au lycée pendant toute leur vie, quoi, c'est la terreur. Et il enseignait la littérature anglaise et l'histoire de la musique. Puis il a fini, il est dit chez lui en reclus, sa seule compagnie on peut dire c'est la radio. Et un jour débarque Emmanuel DeVos, voilà. Là ça souffle et la vie revient. Et ces deux êtres qu'a priori tout oppose, vont se rencontrer. Voilà, c'est le pitch de la pièce. Absolument. Voilà. Et on ne peut pas dire grand-chose d'autre, parce que c'est une pièce à tiroir et à secret. Il a besoin d'une aide à domicile parce qu'il ne peut plus faire toute une série de choses toute seule. C'est pour ça d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas un rôle de composition. C'est un rôle qui était très... Ça vous a mis un coup au moral quand vous a proposé la pièce? Pas du tout. D'accord. Car tout le monde dit que je suis trop jeune pour le jouer, même si je suis génial. Non, non, mais c'est vrai. Ici la voix. Thierry, au fur et à mesure que Pierre Arditi parle, les annulations s'accumulent à la billetterie du théâtre. Il est peut-être temps d'endiguer l'hémorragie. Ouais, non, c'est pas grave, Non. c'est pas grave. Ils ont réembauché les vieilles têtes de la maison. Oui, C'est oui. normal. Ah, Baffy et Rollin, c'est reconstitution de Baffy l'existence. et Rollin, C'est la totale. c'est la Non, totale. je vais dire une chose. Non. Vous m'avez fait vivre, depuis que j'habite à Paris, mes meilleures soirées au théâtre. Voilà. C'est-à-dire que, si, et souvent à Édouard VII, parce que c'est vrai que Oui, j'ai beaucoup Arditi, DeVos, Murat, Dabadi, Oui. c'est la Dream Team. C'est en toute immodestie, honnêtement, je suis très très fier Mais de oui. participer à cette histoire-là parce qu'elle est magnifique et ça fait longtemps que je n'avais pas vu le public, au fond, ne pas vraiment s'attendre à ce qu'il voit et repartir avec quelque chose dans la poche qu'il n'a pas eu depuis longtemps. Donc ça, c'est rien que pour ça, c'est bien. C'est à Édouard VII, ça s'appelle Quelque part dans cette vie. Alors, l'auteur, le célèbre dramaturge américain Israël Horowitz, Oui.
lui aussi a été quand même visé par cette histoire de MeToo, balance ton porc. Oui. Et vous dites, l'art n'a pas à recevoir de leçons de la morale. L'art n'a pas de leçon de morale à recevoir, oui. Et surtout pas d'ailleurs des réseaux sociaux qui ne devraient en donner aucune, et ni à l'art, ni à rien du tout. Mais bon, ça c'est une version personnelle de ce genre de truc. Moi, je défends une œuvre. Cette œuvre, elle est écrite par Israël Horovitz. Je ne sais pas exactement ce qu'on lui reproche, mais enfin, je trouve très bien qu'on ait donné un coup de pied dans la fourmilière et que les femmes aient commencé à expliquer une bonne fois pour toutes qu'elles n'étaient pas forcément des objets dont on peut se servir et qu'on jette après, y compris quand elles ne sont pas d'accord. Formidable. Parfait. Il fallait le faire. Très bien. Après, quand on commence, partant de ce raisonnement-là, à se dire qu'on doit décrocher un tableau de Balthus parce qu'on voit la culotte d'une petite fille et que ce serait donc un éloge de la pédophilie, je dis halte. Parce que là, ça commence à rappeler une période qui n'est pas formidable pour notre pays, pour quelques pays que ce soit d'ailleurs, et le puritanisme anglo-américain ne me convient pas. Balthus, c'est Balthus, Picasso, c'est Picasso, Gide, c'est Gide, peu importe. L'art est là pour prendre le monde, lui mettre la tête à l'envers, et si j'ose dire, regarder ce qui se passe sous ses jupes. C'est fait pour ça, c'est fait pour être... Ça suffit. Pierrot, il y en a marre. Ça marche pas. Parce que ça, on est aux portes d'une société qui nous dirait ce que nous devons être, ce que nous devons lire, ce que nous devons aimer, ce que nous devons ne pas aimer. C'est Orwell. Non, ça, je ne marche pas. Pour le reste, la première des inégalités hommes-femmes, c'est que pour un travail égal et à compétence égale, la femme est traitée comme une merde et le mec serait l'être supérieur. Alors, Pierre Arditi, très en forme. Est-ce que ça veut dire que finalement, vous êtes prêt à jouer dans le prochain film de Roman Polanski, de Woody Allen? Mais bien sûr. Il a fait les chœurs dans la dernière chanson de Jean-Luc Lay, donc il n'est pas... Alors là, évidemment, c'est pareil, c'est toujours pareil. Lamentable serait lamentable. Oui, il serait bien payé. Ça commence à devenir pauvre. C'est bien rassurant. Donc par je exemple. trouve un autre adjectif pour qualifier mon camarade. Non. Alors Pierre, est-ce que vous voyez toujours François Hollande? Ah oui, je l'ai vu il y a 3 jours. Il est venu voir le spectacle. Comment il va? Mais il allait très bien. Il va nous faire un livre là, Apparemment. pour raconter son merveilleux quinquennat. Oui. Oui, non, mais on peut considérer que tout n'a pas été réussi, mais si on est tout à fait honnête, il y a un certain nombre de choses qui ont été entreprises sous ce quinquennat-là et qui sont en train de donner des résultats sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, que par ailleurs, je soutiens tout à fait. L'obligation du port du casque quand on va baiser, non, il y a eu des choses formidables. C'est vrai que vous avez regretté qu'il se représente pas à un moment, et c'est vrai que là, on n'est pas d'accord. Pour moi, c'est la meilleure décision qu'il a prise avec celle d'arrêter la mousse au chocolat, qu'il a quand même pas mal réussi. Après, il a regrossi, c'est ça le problème. Et maintenant, vous êtes Macron. C'est marrant comme Macron plaît aux personnes âgées. Personnes âgées, on a le même âge. Connard. Enfin, maintenant, je commence à finalement me trouver pas mal. Parce que quand je vois les images de moi que vous avez eu l'extrême amabilité de diffuser, moi qui me trouvais toujours tard, je me suis dit, mais finalement, j'étais pas si mal. Mais vous étiez vachement beau, arrête. Un peu plus jeune. Non, pas beau, il y a un mais truc que j'étais vous pas n'aimez mal. pas raconter, mais on va pas en parler, hein. Mais... C'est vrai que c'est une pourriture. Non mais, vous avez été... Ça n'a pas duré longtemps, c'est il y a longtemps. Vous avez été tenté par les garçons, Pierre. Réponds pas, Dodo, ça lui a... Ne réponds pas à ça. Tu sais que ça m'est quand même arrivé une fois. Alors, moi ça m'est arrivé, mais moi c'était raté. J'espère que c'était plus réussi pour vous. Moi j'ai flirté avec un garçon, mais j'avais 17 ans. Ah ben voilà, ben voilà. Et voilà un scoop. Et je vais te dire... Ouais. On a galéré pour le retrouver. Non. non, je n'aimais vraiment profondément que les femmes. Oui, mais choisis tes mots. ça m'a perturbé. Ouais, bah oui, bien sûr. Bah Voilà, oui, c'est ouais. tout. Ben voilà. Dernière question, last but not least. Est-ce que vous préférez le théâtre, le vin ou les femmes? Et je préfère Je sais ce qu'il fait. une femme, Oui, mais aidée à faire du théâtre ouais. pour pouvoir boire un coup avec Et voilà, Pierre Arditi, Pierrot, vous allez mourir sur scène, non? Je vais mourir tout de suite. Je veux
C'était la pub de SMT. On se retrouve après la pub avec Manu Payet et notre dernière du samedi soir, Thierry Beccaro. Pour la première fois, l'animateur de Motus parle de son passé d'enfant battu. À tout de suite. Bonsoir les terriens. Du samedi, nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Pierre Arditi, de Christian Estrosi, de Manu Payet, de Laura Lone et de Laurent Baffy. Et maintenant, on passe à notre top de la semaine. Manu Payet, rebonsoir. Alors, événement ce soir, puisque la voix de Po, de Kung Fu Panda, retrouve celle de son maître Shifu. Oui, voilà, tout à fait. Ah, vous aimez bien? Plutôt, oui. Il a besoin de ça, oui. Il a besoin, tu sais, Manu, hein, vous oui, aussi. Mais hein. Toi aussi, il a besoin, Manu, hein, parce que là... Alors, Manu, vous êtes ici ce soir parce que Canal+ vous a choisi pour animer la fameuse soirée des Césars. Je dis animé, j'aurais pu dire ranimé. Évidemment, vous avez le trac, vous dites « je ne dors plus et j'ai des douleurs partout ». Il faut vous détendre, Manu. Je vais vous dire, c'est la soirée, finalement, qui est regardée par tous les studios, par tous les producteurs, par tous les réalisateurs de ce pays. Vous risquez de plus jamais bosser dans le cinéma si vous êtes mauvais. Donc détendez-vous. Après tout, le cinéma, on s'en fout. Essayez de prendre de la distance. C'est cette distance-là que je ne réussis toujours pas à prendre, Thierry. On est avec vous, en tous les cas. Bah, merci. Sauf qu'il a dit quand même, je suis meilleur quand je suis sérieux que quand je suis là. Pas trop être sérieux, quand même. Non, mais faut pas trop être sérieux, mais enfin, faut quand même se rappeler qu'on présente la nuit des Césars. Oui. Et les Césars, à un moment, tu vois, on va pas toute la soirée montrer son cul. Non. Une fois. Hein? Oui, au début. Au début, oui, juste pour détendre l'ambiance. Hein. Non, mais je sais que ça vous pèse, parce qu'effectivement, quand vous étiez enfant avec votre père, ça se passait pas très bien avec votre père. Mais il y a au moins un moment où ça se passait bien, c'est quand vous regardiez les Césars en famille et vous décryptiez, vous dites, tu vois, lui, il va gagner, mais lui, il est copain avec lui. Et là, votre père, il vous admirait ce jour-là, non? Oui, notre rapport s'est bâti beaucoup autour du cinéma et de l'amour que j'ai eu très tôt pour le cinéma. Et puis mon père aimait, que j'ai perdu, mon père aimait beaucoup rire et je suis quand même celui qui, je pense, aura le plus fait rire mon père. Bah, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Oui. Alors, vous inquiétez pas de toute façon, parce que votre nom, Payette, Manu Payette, c'est parfait pour les Césars. Hein. C'est un nom tout à fait prédestiné. Ou pour les fives. Ouais, pour les fives. Ceci étant, je comprends que vous ayez le trac. C'est pas évident de faire rigoler des gens qui ne sont pas là pour rigoler. C'est vrai que vous avez testé vos vannes dans des enterrements pour... C'est marrant parce qu'en fait, la première bande-annonce qu'on avait écrite pour la cérémonie, c'était deux scientifiques devant un énorme frigo qui baissait la température et un des deux scientifiques disait à l'autre « tu vas le tuer ». Ouais. Et l'autre lui répondait et puis on me voyait... à l'intérieur du frigo, il faut qu'il s'entraîne, la salle est très froide. Voilà, oui. Oui. C'est vrai que beaucoup d'animateurs et d'humoristes se sont essayés à la présentation des Césars. On a une pensée pour eux. On regarde. Pierre Arditi, quelle est cette musique? L'adagio d'une œuvre de Samuel Barber, qui est un auteur. C'est la musique d'Elephant Man. Américain. Ouais. Voilà, et je la connais parce que j'ai joué Don Juan voilà. Il y a longtemps, voilà. Non pas à Nice, mais à Marseille. Vous avez compris là. Alors, la chance que vous avez, en fait, c'est que vous avez déjà une super bande-annonce. Allez, au départ, la bande-annonce, c'était ça, l'original. On regarde.
Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique, Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple, les dauphins sont des violeurs. Ouais, méfie-toi des apparences. Basique, basique, simple, simple, basique. Alors ça, c'est Aurel San, basique, voilà. Et voilà ce qu'a fait Manu Payet, on regarde. Ok, je vais présenter les Césars. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une bande-annonce simple où je vais dire des trucs simples. Parce que je kiffe trop ce son. Simple, basique. Ok, les Césars sont des trophées qui récompensent le cinéma français. Simple, les nommés disent qu'ils s'en foutent, mais s'ils l'ont pas, ils sont dégoûtés. Basique, oui on dit nommé. Tout le monde croit qu'on dit nominé. Simple, quand je pense que l'année dernière, j'étais sur mon canapé. Basique, une actrice qui passe des essais n'est pas obligée de se dessaper. Simple, les producteurs de ciné ne sont pas tous des porrages tagués. Basique, 120 battements par minute, en voir là-haut j'ai le sens de la fête. Simple, la fête c'est le 2 mars sur Canal. Ouais, en clair et en direct. Basique, vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Tiens, il y a Vincent Elbaz. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Les Césars, présentés par Manu Payet, vendredi 2 mars sur Canal+. Simple, basique. Et voilà, bravo. Bravo. Super bande-annonce. Bravo. Ça le fait, hein. Ah, génial. Alors, autre atout dans votre jeu, évidemment, c'est Pénélope Cruz. Là, ils ne sont pas foutus de votre gueule, hein, au César. Hein. Les Césars d'honneur. Bah, le grand kiff d'avoir pris LV2 espagnol, quoi. Ça y est, tout prend son sens aujourd'hui. J'aurais pris allemand, j'aurais l'air d'un con. Et voilà. Alors, quelle est la différence entre un César et un Oscar? Différence de nationalité, déjà. La forme. Le goût. Non. La différence, c'est que Christophe Lambert a eu un César. Alors, est-ce que cette année, il y a un César du meilleur fils d'eux ou fille d'eux? Non. Du meilleur. Il y a beaucoup de fils d'eux, beaucoup de filles d'eux, mais il n'y a pas de César. Non, il n'y a pas de César pour eux. Pour finir, est-ce que vous avez une technique à conseiller aux acteurs qui voudraient éviter de parler à Laurent Veil en arrivant à Pleyel? Laurent, c'est mon pote en plus, mais... Ici la voix. Oui. Thierry, c'est fou. Avoir Manu Payet enjoué comme ça, on ne se doute pas une seconde qu'il va se vautrer comme une merde à la cérémonie. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Et voilà, bon, ça, c'est les Césars. Mais vous allez reprendre le 3 avril au Théâtre de l'Œuvre votre spectacle, avant une tournée dans toute la France. Et votre spectacle s'appelle Emmanuel comme un soleil. Emmanuel, toujours plus belle. Emmanuel, devant les yeux, la paix. On regarde à quoi ça ressemble. Comment ça va? C'est pour ça que j'ai appelé le spectacle Emmanuel. Parce que quand même, ce prénom est pas si moche que ça, dit en entier. Et moi, je l'entendais en entier. Tu sais, quand tes parents ils disent ton prénom en entier, c'est que t'allais te prendre une tarte dans la gueule, toi. On n'est jamais jaloux de la bonne personne. Moi, je crois toujours que le gars qu'elle veut se baiser, c'est le gars que, en fait, moi, je trouve beau. Ça se trouve, c'est moi qui veux baiser le gars. Faites comme moi. Sauvez votre couple. Démarrez une série télé. Une bonne série télé américaine bien foutue avec plein d'épisodes. C'est une femme, elle ne partira pas avant la fin de la saison. Et moi je dis alors là, non les gars, moi je veux bien rester, prendre une murge avec vous, ça me fait très plaisir, mais je vais pas boire des tequila paf. On est plus en 4e, un peu de classe, on est des adultes, un peu d'élégance, merde. On va pas boire des tequila paf. Ou alors on se les fait, mais au sel de Guérande. Alors, je voudrais pas tomber dans les clichés sur les gens de la Réunion, etc. Mais 10 ans pour écrire un deuxième spectacle,
ça arrange rien à la réputation des Iliens. J'aurais dû bosser plus tôt. C'est vrai. J'aurais dû me douter de ce jour et de cette phrase. Eh oui, 10 ans entre 2 spectacles. Qu'est-ce qui se passe? Bah vraiment, en fait, moi j'ai pas trop vu passer les 10 ans. J'ai fait plein de trucs, j'ai fait des films. Ouais, mais moi j'ai toujours voulu faire des films depuis que je suis gamin. J'ai toujours voulu faire un spectacle. Donc j'ai commencé, j'ai fait le spectacle. Et une fois que j'ai fait le spectacle, j'ai fait des films. Ouais. Mais je ne sais faire qu'une chose à la fois. Bah oui, on est ravis de vous revoir sur scène. Alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est drôle et que dans le spectacle de Manu Payet, les sketchs ne sont pas interrompus par des connards qui viennent chercher une statuette. C'est quand même plus simple. Et là, je vais vous faire écouter un truc, un document. C'est ce que vous allez ressentir au moment où vous allez rentrer sur scène le soir de la remise des Césars. Vous êtes prêts? C'est assez douloureux, hein? Je m'accroche. Et voilà. Et là, après ce bruit dans votre tête, vous êtes devant tout le monde. Ils sont là, masqués comme au César. Et voilà. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous savez ce que vous allez dire en arrivant, après ça? Après ça, je vais dire c'était les Beatles. Et ça, c'est Electric Light Orchestra. Pierre Arditi, merci d'avoir été avec nous. Christian Estrosi, merci d'avoir été avec nous. Manu Payet reste avec nous, merci. Merci beaucoup. Et maintenant, on passe à notre terrien du samedi soir. Thierry Beccaro, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout le monde connaît Motus, le jeu que vous animez tous les jours à 10h50 sur France 2. Nombreux sont ceux qui vous ont vu au théâtre et au cinéma. Pardon, Thierry, une seconde, c'est un truc qui me gêne. Oh merde, j'ai tiré la boule noire. Oh non. Oh merde. Un cul quand même, hein. Ah. Nombreux sont ceux qui vous ont vu au théâtre et au cinéma. Mais ce que les gens ignorent, c'est que votre enfance, Thierry Beccaro, a été un calvaire, en fait. Vous avez été un enfant battu. Vous racontez votre histoire dans un livre publié chez Plomb qui s'appelle « Je suis né à 17 ans ». Alors, Thierry Beccaro, vous êtes né le 19 octobre 1956 à l'hôpital militaire Béguin, à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Votre mère était militaire de carrière. Voilà, déjà. Votre père, qui s'appelait Warner, était ouvrier chez Renault, et c'était un Rital. Alors, ce qu'il faut savoir sur les Rital, c'est qu'à l'époque, on les appelait les Rital, on les appelait les macaronis, on les appelait les spaghettis. Pour deux raisons. D'abord, ils venaient manger le pain des Français, hein, c'est ça, comme ça qu'on disait. Et ensuite, on leur reprochait un petit peu l'engagement de Mussolini auprès des nazis. Donc, Rital, dans les années 50, c'était comme arabe aujourd'hui. Hein, voilà. Absolument, oui. Votre père, c'est un très beau mec, avec une moustache à la Errol Flynn. Ah, c'était Don Diego de la Vega. Ah ouais, c'est comme ça qu'il appelle votre fille. Ah, ma fille aînée l'appelait, elle disait, c'était Zorro, quoi. C'était super mec. Très beau gars. Qui essayait d'échapper à son milieu d'origine, d'abord par son look, parce qu'il faisait attention à lui, et par son acharnement au travail, parce qu'il voulait monter dans l'échelle sociale. Ce qui n'arrangeait rien, c'est que la famille de votre mère, alors qui était de Normandie, française de souche, comme on dit, la famille ne voyait pas d'un très bon œil le fait que votre maman se marie avec un Rital. J'ai cru comprendre, puisque j'ai... Non. Ici la voix, Thierry, non, c'est le dernier mot. Un mot qui rapporte 100 points, mais c'est le dernier.
le problème, puisque j'ai travaillé un peu le livre avec ma mère. Donc Ouais. j'étais obligé de lui poser ces questions. Ouais. Et effectivement, ce que tu dis, c'est la réalité, quoi. C'est-à-dire qu'un Italien avec ma mère, ça passait pas très très bien, d'après ce qu'elle a pu me raconter. Bah, à l'époque, oui. À Et l'époque, c'était mal vu, bien sûr. Alors, vu la modestie du train de vie de vos parents et l'emploi du temps de votre mère qui était militaire, on peut pas dire que votre arrivée dans la famille soit considérée comme un cadeau du ciel. On est bien d'accord? Visiblement, mes parents avaient peut-être pas encore les moyens d'habiter un appartement et tout, donc il a fallu me confier à quelqu'un. Votre grand-mère, enfin vos grands-parents, qui s'appelaient Anna et Pietro, étaient arrivés d'Italie au moment de la dictature fasciste. Alors on vous confie à votre grand-mère, on dit que c'est provisoire, sauf que le provisoire va durer 4 ans. Mais c'est assez cool la vie à l'époque pour vous, ne serait-ce que parce qu'il y avait des voisins qui s'appelaient les Édouins, qui avaient la télé. C'est génial parce que c'est ce que j'ai appelé ma Felinia Vita. Ouais. C'est 4 ans avec Mémère Anna, c'était la mama, avec mon père, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, le vélo Solex. J'étais derrière ma cousine, je la tenais par les hanches comme ça. Une bonne époque, quoi. On roulait à 150 à l'heure. En Solex? En Solex, oui. Tu mettais du kérosène dans le réservoir? Et ce qui était génial, c'est qu'il y avait ceux qui l'avaient et ceux qui ne l'avaient pas. Et les Édouins, monsieur et madame Édouin... Ils avaient la télé. Ils avaient la télé. Et donc, le mercredi soir, il n'y avait pas école. Le lendemain, on allait voir la piste aux étoiles. Et voilà. Gilles Margaritis. C'était exceptionnel. La piste aux étoiles, Roger Lanzac. Ouais, absolument. Extraordinaire émission que je regardais comme vous, évidemment. Alors, c'est très bien pour vous. Mais vos parents, ils passent finalement le week-end. Ils sont toujours pressés. Vous les voyez pas beaucoup à l'époque, hein? Je les vois pas beaucoup. Et puis, quand ils viennent, je me dis peut-être qu'ils viennent me chercher et tout. Oui. Mais non. Donc, je reste avec Mémère Anna parce que d'abord, je suis très très heureux. Et je le dis souvent, j'aurais pu aller n'importe où avec elle. Ouais. C'était une époque où le temps n'existait pas. C'est une époque bénie. Malheureusement, la parenthèse enchantée va se refermer brutalement en 1960 avec la naissance de votre sœur Valérie. Là, vous retournez chez vos parents. Vous vous apercevez d'ailleurs que finalement, ils vous ont même pas annoncé que vous alliez avoir une petite sœur. J'ai un souvenir où je n'en ai pas, justement. Ouais. Ma sœur Valérie, que j'adore, que j'embrasse, mais je ne me souviens pas vous en avez pas parlé. D'avoir vu ma mère enceinte. Enfin bon, donc je découvre une petite sœur. Alors, vos parents ont déménagé. Là, vous passez du pavillon à la tour, et ça a l'air de rien, mais vous passez d'un univers horizontal à un univers vertical. C'est-à-dire que vous êtes au 11e étage, ça change tout, quoi. Ah ouais, là je me retrouve dans un immeuble, il n'y a plus la campagne, il n'y a plus les vapeurs de chemin Il n'y a de fer. plus la solidarité entre voisins, c'est l'indifférence générale. Et là, c'est un peu l'ennui, quoi. C'est un peu la solitude. À la maison, il faut dire les choses, la tension est palpable. Votre mère est très belle. Elle a participé à des concours de Miss étant jeune. Et votre père est maladivement jaloux. La savoir entourée d'hommes en uniforme, parce qu'elle bossait quand même à l'armée, lui, ça lui pose des problèmes. C'est l'italien jaloux, quoi. Ouais, c'est ce que ma mère m'a raconté. Elle m'a dit, c'était terrible. C'était terrible. Votre père, il va la chercher systématiquement à la sortie de la base aérienne où elle travaille, quoi. Le mec est jaloux. Donc, déjà, ça n'arrange rien. Ils sortent tous les deux le soir. Hein. Ils ont une vie quand même... quand vous êtes chez votre grand-mère, ils viennent pas vous voir. Quand vous êtes chez eux, ils sortent le soir. Vous êtes très angoissé de vous retrouver chez vous tout seul. On était dans l'appart, au 11e étage, tout seul avec ma sœur. Et j'entendais dans le couloir le bruit des talons aiguilles de ma mère qui rentrait avec ça. Ça vous rassurait. Clac, 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 clac. Et la clé dans la serrure. Et la clé dans la serrure. Et je me disais, ça y est. Ils sont de retour. Parce que dans la nuit, comme ça, c'est... Quand on n'est pas grand... On a peur. On a peur. Hein, est un petit peu, on flippe un peu. Hein. Et alors, le vrai drame, en fait, de tout ça, c'est la violence de votre père. Il s'est extrait, en fait, de sa classe sociale. Il est arrivé à monter. Il est un des meilleurs vendeurs de Volvo. Donc, voilà, il s'en est bien sorti. Mais il est quand même un peu désillusionné sur sa vie. Il est un peu déçu par ce qui lui arrive. Et il boit.
Ouais, ça c'est. Alors, il boit des apéros, hein, c'est pas le. C'est ça, c'est il boit pas une bouteille de vin. C'est l'alcoolisme, ce qu'on appelle l'alcoolisme en col blanc. C'est ça. C'est à la fin de la journée, on va prendre un pot et puis tiens Becca, allez à ton tour, Ouais, et c'est puis ça. le mien et puis. Voilà. Le problème, c'est quand il boit, les coups pleuvent. Quand vous avez une mauvaise note à l'école ou quand vous faites un geste un peu bizarre ou un regard un peu bizarre. Il suffit d'un rien pour entraîner un déluge de gifles et de coups. Des gifles ou vraiment des fessées, quoi, des rouillés assez carabinés. Et pour revenir à l'école, j'étais pris, moi, dans un dilemme qui était hallucinant. C'est que j'étais coincé entre l'obligation de rapporter des bonnes notes à l'école, parce que sinon je risquais de m'en prendre une, mais j'étais aussi condamné à n'avoir pas trop de bonnes notes à l'école, parce que sinon j'étais un faillot et je risquais de me faire dérouiller à la récré. Alors, quand votre père vous frappe, vous comprenez pas évidemment pourquoi, vous allez vous recroqueviller dans l'escalier et vous culpabiliser, parce qu'un gosse que tu frappes, il se dit pourquoi il me frappe, j'ai dû faire une connerie. Et ce qui était vachement difficile avec votre père, c'est qu'en fait il vous battait et ensuite il venait dans votre chambre pour vous dire je t'aime. Ça, c'était quand même incroyable, quoi. C'est-à-dire que je me prenais une rouste assez sévère, et puis il venait m'embrasser le soir après. Et alors je me disais bon bah ça va, ça veut dire qu'il m'aime, alors c'est bien. Parce que je me disais que j'avais dû faire quelque chose de pas bien. Mais quand vous en parlez aujourd'hui, là, vous vous dites mais putain, c'est pas possible, putain, de faire une chose pareille, quoi. Il y a quand même des bons moments. C'est vrai, il vous fait écouter Brassens, il vous fait écouter Frank Sinatra, il vous fait écouter Dean Martin, évidemment, Dino Martino, parce que c'est un Italien, et il vous fait écouter ça. Pepito mi corazón, Pepito de mis amores, cántame así, con amor. Thierry, ça c'est un moment formidable parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il y a les rayons de soleil. Il y a la joie du dimanche matin, il y a Sinatra, Dean Martin, et il y a Los Machucambos. C'était ça aussi le C'est problème. une drôle de vie, hein. Ouais. Parce qu'un jour ça allait, et le lendemain, ça pouvait changer du tout au tout. C'est pire que oui. En 1966, vous avez 10 ans. Vos parents vous inscrivent au club de basket à Colombes. Et là, pour la première fois de votre vie, vous découvrez le plaisir d'être acclamé. Mais vos parents viennent jamais vous voir, en fait. Ouais, je crois qu'ils sont jamais venus. Jamais. Ouais, c'était vachement bien, en plus. Alors là, bon, c'est horrible, parce que dans les vestiaires du basket, vous cachez vos marques de coups, quoi. C'est-à-dire, vous avez peur que vos copains voient ça. Disons que je n'ai jamais dit, je n'ai jamais raconté. Parce qu'un enfant, c'est ça qui est terrible, c'est que ça protège ses parents. Ça va pas dénoncer, ça va pas raconter... Moi, j'ai fait mon parcours jusqu'à aujourd'hui sans jamais évoquer quoi que ce soit concernant mes parents et tout ça. D'abord, il y avait une espèce d'orgueil, et puis le raconter, c'est quelque part le revivre. Donc... Alors, en juin 1973, vous avez 17 ans. Une nuit, vous dormez pas, vous entendez des bruits étranges. Dans le salon, votre père se tient debout, un fusil à la main, et il vise votre mère. Ça, c'est quelque chose, c'est indicible sur le moment. C'est-à-dire que là, on est en état de sidération. C'est la sidération. C'est-à-dire que, en fait, je vais saluer mon père, je retourne dans ma chambre, je m'allonge, et j'entends comme ce bruit-là, je l'entendrai toujours, comme un bruit sourd de cavalcade, comme si on se court après, quoi. Donc je sors de ma chambre, j'ouvre la porte du couloir, et là, je vois mon père avec le fusil, ma mère à côté, immobile, courageuse. Et moi, je lui dis, papa, papa, qu'est-ce que tu fais? Donc là, il se reprend, évidemment. Et au lieu de se servir du fusil, là, il attrape ma mère, comme ça, par la gorge. Et là, comme je le dis, là, je suis mort, là. C'est-à-dire que là, tout à coup, on ne peut pas imaginer ce qui vous arrive. Alors après, il me fait asseoir, il me dit tout ce qu'il a à me dire, mais on est passé ailleurs. Il vous dit quand même... quand tu es né, personne ne voulait de toi. Ouais. C'est-à-dire qu'on savait pas, on n'avait peut-être pas ce qu'il fallait pour te loger. Donc on a tapé à différents endroits et ben heureusement, ma mère Anna était là, quoi. Alors, ce jour-là, vous mourrez et vous naissez aussi. C'est-à-dire que là, vous êtes au bout et que vous ratez votre bac. Mais le soir des résultats du bac, même si vous n'avez pas votre bac,
vous allez chez une copine qui organise une fête, et là, vous oubliez tout, vous dansez, vous riez, la fille vous aime bien, elle vous conseille, miracle, de vous inscrire dans un cours de théâtre. Et ce qui est extraordinaire dans votre histoire, c'est qu'à un moment, ça se retourne complètement, vous voyez le côté solaire du monde, et non plus le côté lunaire. Ah ouais, et puis c'est pas à Manu ni à Laurent que je vais dire ça, et ni à vous. C'est-à-dire le plaisir de changer, changer de peau, de devenir quelqu'un d'autre. Pas tout ça m'a changé la vie. Bah oui, les cours de théâtre ont aidé à ça. Et ensuite, en 1978, vous imaginez devenir instituteur. Quand un ami de votre père, comme quoi votre père a quand même pas été complètement inutile, c'est ça qui est fou. Il est ami avec Joe Donat, qui faisait toutes les nuits sur France Inter, tu sais, du samedi au dimanche avec l'accordéon. Et il demande à Joe Donat s'il n'y a pas un job pour vous. Joe Donat vous branche avec Radio France. Et là, à partir de là, tout s'enchaîne. Vous donnez l'assistant de Macha Béranger, la fameuse Macha Béranger, à qui on racontait ses problèmes la nuit. Vous appelez Allô Macha. Et en 81, donc vous avez 25 ans, vous faites votre première émission sur Radio Bleu. Là, ça y est, c'est parti. Ici la voix. Résilience. R-E-S-I-L-I-E-N-C-E. Ah non, il y a une lettre de trop, ça rentre pas. Bravo. Bon, ensuite, on connaît, hein, c'est Matin Bonheur, c'est 40 degrés à l'ombre, et bien sûr... Après, il y a le théâtre. Moi, je vous ai vu débuter au théâtre, les films, les téléfilms. Voilà, maintenant, bon, Thierry Beccaro, on sait qui c'est. Vous écrivez, depuis 50 ans, je me bats contre des démons qui ne cessent de se rappeler à moi. Est-ce que cette enfance douloureuse vous revient de temps en temps par bouffée, ou est-ce que c'est une souffrance latente? Non, ça revient comme ça de temps en temps. Comme on sent bien que le sac à dos est plus léger. Parce que j'ai fait tout le travail d'analyse. Oui, vous avez fait de la thérapie. Oui. Voilà, la thérapie quand même qui vous aide. Et puis vous arrivez un jour à dire merci maman, merci papa. Et ça, c'est fou. Le jour où on m'a dit et si vous disiez merci à votre père et à votre mère pour tout ça? Là, j'ai cru que j'allais tomber de la chaise. Et j'ai réfléchi, j'ai dit mais quel parcours ça m'a permis de faire. C'est formidable et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour dire aux autres, voilà, si vous passez par là, il y a du soleil à l'arrivée. Voilà, je suis né à 17 ans, c'est publié chez Plomb. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi, avec Pierre, Christian, Manu, Laura, Thierry, Laurent. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain, 19h, pour les Terriens du dimanche. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.